Je suis directeur adjoint de la planification stratégique de l'urbanisme au district autonome du Grand Lomé. Auparavant, j'étais directeur adjoint des services techniques, toujours du district autonome du Grand Lomé. S'agissant de mon parcours, j'étais hydraulicien au départ. J'ai eu la chance de piloter cette direction en tant que directeur adjoint, ce qui m'a permis d'acquérir pas mal de connaissances en urbanisme et surtout le cadre de la délivrance des permis de construire. C'est d'ailleurs ce qui me permet de partager avec vous cette expérience en tant qu'expert, mais pas en tant que directeur adjoint, parce que je n'ai pas eu l'accord préalable de mes supérieurs hiérarchiques pour accorder cette interview. Et vous savez, je crois que nous sommes en train de changer le comportement du citoyen. Au départ, quand on veut construire, on a besoin du maçon. Et le maçon, il va chercher son copain qui est ferrailleur, celui qui est plombier, électricien et tout qui est. Et après, vous achetez les matériaux, après il vous rend la clé. Votre construction est finie. C'est ce à quoi nous sommes habitués. Mais pourquoi changer le comportement du citoyen en l'envoyant vers les professionnels? Il faut changer le comportement du citoyen à partir des conséquences que nous avons vécues. Les Lomiens n'ont pas une mémoire courte. Ils se rappellent des immeubles qui se sont effondrés avec des dégâts matériels et des fois des pertes en vies humaines. C'est ce qui est visible à l'œil nu. C'est l'argument que tout le monde comprend. Mais au-delà de ça, le citoyen ne sait pas qu'il dépense plus cher en appelant simplement le maçon de venir lui faire sa réalisation. Plus cher parce qu'il peut y avoir un surdimensionnement. Quand il y a un surdimensionnement, le bâtiment résiste à des contraintes dont il n'a pas besoin. Si je construis ma maison et que personne ne veut aller à la dalle, et le maçon me dimensionne la dalle qui est accessible aux citoyens, vous comprenez qu'il a surestimé. Il met les gros poteaux, peut-être que quelque part il avait fait pareil. Vous voyez qu'il a surestimé. Là, au lieu d'avoir mort d'homme, c'est perte d'argent qu'on a. Autre chose aussi, construire une maison, c'est la réorganisation des espaces. Il faut réorganiser l'espace. Est-ce que le maçon sait que par définition au Togo, une pièce, la surface minimale c'est 9 mètres carrés? Il ne sait pas. Est-ce qu'il sait qu'ouvrir frontalement une fenêtre vers le voisin, il faut reculer à peu près de 2 mètres? Il ne sait pas. Est-ce qu'il sait qu'en faisant une cuisine, la petite dimension doit être égale à 2 mètres et que la surface minimale de la cuisine doit être égale à 6 mètres carrés? Il ne sait pas. Mais le professionnel dans le bâtiment a appris à l'école. Il a appris ça à l'école. Il sait lire les textes nationaux. Il peut les traduire dans sa conception. Il vous réalise un bâtiment très confortable, bien aéré, bien fonctionnel et solide. Et vous n'êtes pas inquiété par rapport aux problèmes de voisinage, par rapport à votre confort et tout ce que vous voulez. Voilà pourquoi introduire le professionnel dans la conception du bâtiment et la réalisation du bâtiment est vraiment important. C'est nécessaire. On économise de l'argent, on construit plus sûr et on a un plus grand confort. Oui, aujourd'hui, en termes de réglementation, nous avons fait un très grand effort. Le code de l'urbanisme et de la construction est en cours. Le projet est déjà là. Nous avons un décret qui porte sur la délivrance des actes d'urbanisme. Et quand on parle d'actes d'urbanisme, on a 4 actes. Il y a d'abord le permis de construire, que tout le monde connaît. Il y a
le certificat administratif. Et qu'est-ce qu'un certificat administratif? C'est un acte que le maire prend à quelqu'un qui le demande pour lui dire que son projet d'immobilier qu'il veut réaliser est réalisable à l'endroit où il veut le réaliser. Ça, c'est le certificat administratif. Nous avons la déclaration des travaux. La déclaration des travaux, c'est quoi? C'est les travaux qui sont de faible importance et qui ne nécessitent pas le permis de construire. Mais néanmoins, l'autorité municipale doit être au courant de ces travaux et donner son avis. Soit il prescrit, soit il autorise, ou soit s'il trouve un inconvénient, il vous dira l'inconvénient. Et le dernier acte, c'est le certificat de conformité. Le certificat de conformité, c'est quoi? C'est quand vous réalisez votre bâtiment avec un suivi technique de l'ingénieur, un suivi administratif de l'équipe dédiée à ça, mise en place par le gouvernement pour vous accompagner. Quand vous réalisez votre bâtiment avec tout ce suivi, à la fin, vous êtes sanctionné par un certificat de conformité qui veut dire pour une maison d'habitation le permis d'habiter, pour une usine le permis d'exploiter, ainsi de suite. Donc les 4 actes d'urbanisme sont très bien décrits dans le décret signé par le président du conseil. Et en dehors du décret, nous avons une batterie d'arrêtés. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine réforme pour prendre en compte la dimension environnementale. Aujourd'hui, on va parler d'économie d'énergie. Vous savez, en Europe, il fait froid. Ils le construisent pour essayer de limiter le froid à l'intérieur, c'est-à-dire diminuer le chauffage. Mais nous, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Donc ça veut dire qu'on doit construire pour mieux aérer et faire l'économie de la climatisation. En faisant l'économie du climatiseur ou du chauffage, qu'est-ce qu'on fait? On protège l'environnement. Aujourd'hui aussi, la latitude est donnée aux citoyens qui demandent les permis de pouvoir revendiquer. Si je demande un permis, on me le refuse. Est-ce qu'il y a un cadre pour les citoyens de dire permis, vous m'avez refusé le permis, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas un cadre. Aujourd'hui, il y a un cadre où les citoyens peuvent demander pourquoi je n'ai pas mon permis. Pourquoi je n'ai pas mon permis? Il y a ce cadre. Donc, il y a beaucoup de réformes qui sont en train d'être menées. Il y a d'autres qui sont déjà menées. Il y a d'autres encore qu'on doit faire des efforts pour y arriver. Et tout ceci pour le confort du citoyen. Et toutes ces réformes, vous voyez, un simple maçon ne peut pas les maîtriser. Il ne peut pas les maîtriser. Il faut un professionnel. C'est pourquoi l'État demande à tout citoyen qui veut réaliser son immeuble de s'adresser au professionnel qui est l'architecte. Et quand on parle d'architecte, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Derrière l'architecte, nous avons des ingénieurs. Aujourd'hui, les architectes sont organisés en ordre, l'ONAT, l'Ordre national des architectes du Togo. Les ingénieurs se sont aussi organisés en ordre, l'Ordre national des ingénieurs du Togo. Et quand on dit ingénieur, ça semble être un nom commun. Parce que je peux être ingénieur de l'eau, ingénieur génie civil, ingénieur point et chaussée, ingénieur agroalimentaire. Donc, l'Ordre national des ingénieurs du Togo définit les professionnels qui interviennent dans la construction. Et le chef de file, c'est l'Ordre national des architectes du Togo. Derrière l'architecte, il y a des ingénieurs pour l'accompagner dans le dimensionnement, que ce soit pour le génie civil, que ce soit pour le génie électrique, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand vous regardez la définition du permis de construire, vous voyez qu'on a ratissé large. Si je veux construire aujourd'hui ma maison, une construction neuve, j'ai le droit de demander un permis de construire.
Si j'avais entamé de façon délictueuse la construction, j'ai aussi le droit d'aller dire, monsieur le maire, voilà ce que je faisais. Mais je n'avais pas le permis, je ne savais même pas. Tu prends un architecte, s'il y a à corriger, on prescrit ce qu'il faut corriger, et puis le maire, il te donne l'autorisation. Tu as ton permis de construire. S'il y a une autre construction qui existe et que tu veux démolir pour reconstruire, il n'y a pas de problème. Si tu veux démolir sans construire, il faut aussi l'autorisation. Vous savez pourquoi? Quand tu démolis ton immeuble, tu dois demander l'autorisation. C'est pour voir les procédures que tu vas utiliser pour faire descendre le bâtiment sans créer trop de gêne aux voisins, sans te créer toi-même des gênes. Et tout ça là, c'est cadré. C'est cadré. C'est une très belle question, certes. Et ceux qui disent que pour avoir le permis de construire, c'est une démarche très longue, ils ont raison. Avant les réformes, on pouvait aller à 1 an. On pouvait aller à 1 an. Mais aujourd'hui, si le dossier est très bien constitué, en moins d'1 mois, vous avez votre permis de construire. Nous avons généré, la moyenne, c'est 15 jours. Il y a des permis qui sont obtenus en moins de 15 jours. Quand il y a le dossier qui manque certaines pièces ou qu'il faut retoucher certaines parties, ça peut aller à 20 jours, voire 1 mois. Sinon, dans la moyenne, nous sommes 15 jours. Donc, disons que les procédures sont simplifiées. La première simplification, c'est la dématérialisation. Vous n'avez pas besoin d'être en contact avec nous avant d'avoir votre permis. Votre architecte, il est en ligne. Il pose la demande en ligne. Nous la traitons. Les services qui traitent le permis ne sont pas dans le même bureau. Mais quand chacun traite, après il repousse le dossier vers son voisin jusqu'à la fin, quand le permis est généré, l'architecte reçoit une alerte. Même pour payer les redevances sur le permis de construire. Et j'allais dire que le coût a été rabaissé. Il a été rabaissé, c'est 100 francs le mètre carré bâti. Ça veut dire que si vous avez un terrain de 100 mètres carrés et que vous voulez construire sur tout le terrain, vous dépensez simplement 10 000. Au niveau des redevances pour votre commune, c'est 10 000 que vous allez payer. Que ce soit le paiement, que ce soit la demande, vous n'avez pas besoin de voir l'administration. Tout est en ligne. Ce qui fait que les procédures sont simplifiées, le délai est écourté, le montant est réduit. Avant, le décret de 1967 qui réglementait la construction, il a mis tout dans le même paquet. Que vous construisez une guérite ou l'hôtel de 2 février, c'est la même procédure. Aujourd'hui, nous avons catégorisé les bâtiments à faible importance, c'est-à-dire où le risque est sensiblement égal à 0. Je fais la guérite pour mon gardien. Est-ce que je dois faire tout le parcours là? Non. On fait juste la déclaration des travaux. Ça, c'est un acte d'urbanisme. On fait juste la déclaration des travaux. Je veux faire une clôture. J'ai un terrain vide, je veux faire une clôture qui n'atteint pas 2 mètres de hauteur. Ça veut dire que c'est difficile que ça balance pour tomber sur quelqu'un. Et puis, il peut se supporter lui-même le mur. Je n'ai pas besoin de permis de construire. Je fais juste la déclaration des travaux. Sur ces exceptions, il y a encore d'autres exceptions. Par exemple, pour les immeubles qui sont classés dans la catégorie de défense nationale, pas besoin. Si on veut construire quelque chose pour abriter un char, est-ce que vous avez besoin d'aller là-bas? Les militaires, ils ont tous les corps. Ils vont le faire bien. Donc, c'est les exceptions. Les exceptions, eux, ils ne déclarent même pas. Il y a un arrêté qui définit ces genres d'immeubles et ils le font. Mais pour les immeubles de faible importance, c'est la déclaration des travaux.
À part la déclaration des travaux, vient maintenant des immeubles qui exposent au risque, ou qui sont soumis au risque, qui peuvent nous exposer au risque, ou que les immeubles eux-mêmes peuvent être soumis au risque. Et là, nous avons 3 catégories. Il y a la catégorie des immeubles à faible risque, la catégorie des immeubles à moyen risque et la catégorie des immeubles à fort risque. Et dans ces catégories, nous avons des sous-catégories. Les immeubles à faible risque, moyen risque ou fort risque, ils ne sont pas traités de la même façon. Le nombre de pièces que nous demandons, ce n'est pas les mêmes choses aussi. Je prends par exemple l'immeuble à fort risque. Je prends une installation classée. L'installation classée, ça veut dire que certaines installations classées peuvent nécessiter les autorisations. Quand vous prenez un exemple de dépôt pétrolier, vous voulez construire des citernes pour emmagasiner le pétrole. On sait que le pétrole, c'est un carburant. Ça peut prendre feu, ça peut exploser. Et il y a des rayons létaux, des rayons semi-létaux, et des rayons où on peut faire tout. Et cette installation peut même amener le maire à réviser le plan d'urbanisme pour essayer de circonscrire les zones létales où la construction est interdite, définir des rayons semi-létals où on peut avoir des blessures et là, il va prescrire. Il va dire, au lieu d'avoir des fenêtres en vitre comme les miennes ou les portes en vitre comme les miennes, vous mettez le bois ou le fer. Parce que la vitre, quand ça souffle et ça se casse, c'est des projectiles qui peuvent même tuer. Vous voyez? Donc, pour ces genres de permis, c'est beaucoup plus délicat. Il faut plusieurs types de professionnels et chacun va étudier le domaine qui le concerne. Et à la fin, on sort le permis. Pour on peut aussi citer les boîtes de nuit, les établissements recevant du public. Une boîte de nuit, c'est fait pour danser, c'est fait pour éclater, c'est fait pour donner la joie aux citoyens qui viennent. Est-ce que vous voyez? Mais ils ne viennent pas pour se blesser. Ils ne viennent pas aussi, ils ne viennent pas nuire ceux qui sont à l'extérieur. Non. Ceux qui sont à l'extérieur, qu'est-ce qui peut les déranger? C'est le bruit. Parce qu'il faut un fort décibel pour exciter celui qui danse, pour qu'il danse bien. Mais son voisin qui a sa maison à côté, il n'a pas besoin. Et donc, il faut une isolation phonique. Maintenant, dans la salle où tout se passe, on sait que si jamais il y a coupure de courant ou quelque chose pète là-bas, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde cherche à sortir, n'est-ce pas? Voilà. Et quand tout le monde cherche à sortir, il faut voir le sens d'ouverture des portes. Est-ce que ça s'ouvre vers dehors ou bien ça s'ouvre vers l'intérieur? Pour ces genres d'espace, il faut que le technicien qui instruit la demande doit vérifier que la porte s'ouvre vers dehors. Pourquoi elle ne doit pas s'ouvrir vers dedans? Parce que en cas de panique, le risque panique, c'est lui qui tue plus. Quand il y a un truc comme ça, quand la porte s'ouvre vers dedans, la première personne qui arrive, avant d'ouvrir, les autres viennent se bloquer là-bas, ils n'arrivent plus à ouvrir. Est-ce que vous voyez? Et donc, tous ces établissements sont classés. Le risque est fonction de la construction. Il est également fonction de la destination de l'immeuble. Si je construis l'immeuble de février, il faut que je m'assure qu'il peut se porter lui-même et porter ceux-là qui vont le fréquenter. Ça, c'est le risque à la construction. Il y a la destination, comme je le dis. S'il est appelé à recevoir beaucoup de personnes, il faut les protéger. Donc, tout ceci est vérifié
par les techniciens. Donc c'est en fonction des catégories que nous instruisons nos demandes de permis de construire. Oui, je crois que cet événement, c'est vraiment un événement qui attise tout le monde, le citoyen comme les pouvoirs publics. Et une fois encore, nos condoléances à ceux qui subissent ces fléaux régulièrement quand il pleut. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Et ces solutions aussi demandent des moyens pour les réaliser. Comme on a parlé du dépôt pétrolier, c'est la même chose pour les constructions dans des zones difficiles. Vous prenez un cours d'eau. Quand le cours d'eau coule dans son lit mineur, c'est-à-dire on voit les bordures du cours d'eau et le cours d'eau est exactement là-bas, il ne dérange personne. Celui-là qui a conçu au bois, il ne dérange pas. Mais quand il déborde, quand l'eau déborde au-delà de son lit, il attrape son lit majeur, c'est là que ça devient dangereux. Ceux qui ont construit à côté de la rivière peuvent être impactés, n'est-ce pas? Voilà. Et aujourd'hui, la solution que peut préconiser les pouvoirs publics, c'est de mener une étude du risque inondation. Le risque inondation, c'est quoi? C'est de déterminer les zones rouges, les zones d'interdiction de construire et les zones de prescription de construire. Si on sait que l'eau en débordant avec une pluie centennale, par exemple, la pluie centennale, c'est la plus forte pluie qui peut tomber une fois tous les 100 ans. Quand on construit, quand on protège la ville contre une pluie centennale, ça veut dire qu'on a fait des simulations. On sait que le cours d'eau va déborder jusqu'à une certaine distance. Et à certaine distance, la lame d'eau peut être égale à 50 cm. À 50 cm, on ne peut pas interdire quelqu'un de construire. Mais on peut le prescrire d'avoir une fondation aussi élevée pour ne pas avoir ses pieds dans l'eau. Donc, je crois que les pouvoirs publics le font. Aujourd'hui, nous avons le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Donc, de ce schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, il peut être décliné en PLU. Le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Et le plan local d'urbanisme donne toutes ces prescriptions. Non seulement il dit quel type de construction il faut réaliser, mais il va préciser les zones constructibles, les zones de prescription et les zones d'interdiction. Et ça viendra nous alléger vraiment la tâche quand nous instruisons les demandes de permis de construire. Les solutions techniquement sont là. Et je crois que les pouvoirs publics sont en train progressivement de nous donner ces outils pour permettre à nos citoyens de construire des immeubles sûrs et habités paisiblement. S'agissant des conseils qu'il faut donner aux compatriotes qui veulent construire, parce qu'à Lomé, on peut avoir peur. Où est-ce que je peux construire pour ne pas avoir l'eau? C'est d'abord de regarder la topographie et d'éviter d'acheter les terrains dans les bas-fonds. Si malheureusement vous avez un terrain dans le bas-fond et que la zone n'est pas interdite de construction, c'est d'élever la fondation pour ne pas avoir des désagréments. Mais pas de panique. La solution est bonne. Très belle question. Nous voulons d'abord les zones urbaines denses. Aujourd'hui, la ville de Lomé, qu'on appelle aujourd'hui Grand Lomé dépasse 400 km². Et si nous continuons par construire comme on a l'habitude de le faire, dans peu de temps, on va dépasser Tchévier. Donc, il est important d'avoir un taux d'urbanisation très dense. Ça veut dire qu'il faut aller en hauteur. Il faut aller en hauteur pour
économiser notre espace. Aujourd'hui, la superficie de Togo, c'est 56 600 km². Nous avons déjà une population de 9 millions d'habitants. Mais quand on était dans le 1 million d'habitants, 2 millions d'habitants, c'était la même superficie. Donc, la question est à se poser, comment réorganiser notre espace de vie sans compromettre l'avenir. On est obligé d'aller vers une densification des zones urbaines, une innovation en hauteur. Et comme je l'ai dit, les réformes sont là pour nous permettre d'avoir des techniques, avoir plus de ventilation dans nos constructions et économiser l'énergie, ne pas trop employer le courant. De toutes les façons, celui qui nous vend le courant nous demande d'économiser. Sinon, il ne peut pas trop nous donner. Nous qui achetons, c'est de l'argent. Si nous pouvons encore économiser, c'est encore un bien-être. Et il y a les techniques qui sont là. Il y a l'aération, les fenêtres, il faut voir les dimensions des fenêtres, il faut voir les aérations. Il y a d'abord le plan local d'urbanisme. Et qu'est-ce qu'un plan local d'urbanisme? C'est un plan d'aménagement urbain qui précise à la parcelle près ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Si vous êtes dans une zone résidentielle, ça, c'est les pieds à terre. Si vous êtes dans une zone, je ne sais pas comment il faut l'appeler, où nous habitons, on va nous élever les tours. Et il y a des zones dans lesquelles on ne peut même pas du tout construire. Et il y a des zones réservées aux industriels. Le PLU précise tout. Et le PLU, si vous voulez, c'est la somme des plans d'aménagement. Il inclut le plan de déplacement. Il inclut le plan d'assainissement. Et à la fin, nous avons ce qu'on appelle le SCOT, le schéma d'occurrence territoriale, qui dit en grande masse, voilà ce qu'on peut faire par ici, voilà ce qu'on ne peut pas faire par ici, et ainsi de suite. Et le PLU vient donner la précision à la parcelle près. Pourquoi le PLU? Le PLU diminue le risque d'erreur chez les techniciens qui étudient la demande du permis de construire. Aujourd'hui, les bâtiments qui sont inondés, il y en a qui ont obtenu le permis de construire. Il y en a qui ont obtenu le permis de construire. C'est une erreur. Et cette erreur, c'est peut-être par manque de cet outil. La deuxième priorité pour construire, c'est de former les professionnels. Les architectes, il faut le recyclage avec les nouvelles normes. Les ingénieurs, le recyclage avec les nouvelles normes. Les administratifs, tels que nous sommes, formés sur les différentes lois, nous mettre à jour. Et la dernière priorité, c'est les bâtisseurs. On ne fait pas de réformes pour exclure les maçons. Non, ils sont toujours importants. Il faut les former pour qu'ils puissent, même s'ils ne sont pas professionnels comme des ingénieurs, même s'ils ne sont pas comme des architectes, mais qui connaissent leurs limites et aussi qu'ils soient performants dans leur domaine de compétences. Je crois que si ces acteurs sont formés, on peut avoir une belle vie. On peut construire sans problème. Le citoyen, il ne faut pas l'oublier. Lui, il faut qu'il soit vraiment sensibilisé sur l'acte de construire. Il ne faut pas qu'il voie la demande de permis de construire comme une contrainte. Mais il faut qu'il se dise que c'est la contribution de l'État à son œuvre. Il fait son plan, il l'amène, on l'étudie, on le rassure que le plan est bon, il respecte les normes. Il est rassuré. Et
Et puis, le coût est moindre. L'économie que l'architecte te fait réaliser, ça dépasse ce que tu lui payes. Mais les architectes, je n'ai pas encore vu un architecte pour cette maison-là aller jusqu'à 1,5 million. C'est pas possible. Nous sommes dans la main de 500 000, 800 000, ou plus 1 million. Si le maçon vous fait gaspiller 10 tonnes, ça coûte combien déjà? Voyez-vous? Vous pouvez enlever dedans pour payer l'architecte. Et puis, et surtout, ce qu'il faut savoir, s'il ne vous fait pas d'économie, si le maçon veut vous faire l'économie à la place de l'architecte, ça veut dire qu'il sous-dimensionne le bâtiment. Là, vous avez construit votre immeuble qui va vous tuer ou qui va tuer d'autres personnes. On en a vu à Lomé. Donc, c'est vraiment important que les citoyens s'accordent à comprendre le bénéfice du permis de construire et s'aligner sur la politique de l'État. Je crois que à nos téléspectateurs, il faut les remercier pour le temps qu'ils ont pris pour nous écouter et aussi qu'ils soient nos relais aux côtés des citoyens pour qu'ils comprennent le bien fondé du permis de construire et que tout le monde puisse s'aligner pour le bénéfice individuel et le bénéfice collectif.